Donc c'est vrai que la Russie n'est pas un parangon de la démocratie, mais bon, toutefois, elle a été non, rebootée. Alors peut-être depuis, parce que j'ai pas vu, mais bon, je pense pas qu'elle ait accédé au cercle de ses initiés. À vérifier, mais je pense pas. Et puis voilà, on y arrive. 2015, septembre 2015, l'Arabie Saoudite accède à la direction du CDH. Donc ça a soulevé pas mal de discussions, voire des discussions houleuses, mais bon, on sait très bien. Donc voilà, tout ça pour dire que ça veut bien que les atteintes aux droits fondamentaux, les massacres et les crimes ne se valent pas selon qui sont les victimes et les instigateurs. Et là on en revient à La Fontaine. Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est exactement ça. Alors Madame Roosevelt, la pauvre, elle va se retourner dans sa tombe. Et on comprend mieux maintenant pourquoi le général de Gaulle appelait l'ONU le machin. Alors moi, dans un article, j'avais appelé donc le CDH le petit machin, qui est donc à présent complètement discrédité, il faut l'avouer, auprès de la communauté internationale. Si tant est, elle existe, cette communauté internationale, mais bon, ça c'est un autre débat. Complètement discréditée, exactement comme celle qu'elle a remplacée en 2006, et qui est même ridiculisée, dont nous avons parlé tout à l'heure, la Commission des droits de l'homme. Donc finalement, ce Conseil est complètement impuissant avec la moitié de ses membres, 47 en tout, qui ne répondent pas eux-mêmes aux critères de base d'une société libre et démocratique. Donc moi, ça c'est une conclusion tout à fait personnelle, mais qui est vérifiable sur le terrain. Ce Conseil des droits de l'homme semble malheureusement n'être qu'une mascarade onusienne, où l'hypocrisie et le cynisme règnent maîtres et où l'émotion et les consciences ne sont que très sélectives. Voilà, donc j'ai terminé, mais je voudrais faire quand même une petite conclusion pour se recentrer sur la France, puisque c'est mon pays, et puis pour revenir au propos de M. Sinoué et de M. le directeur. Ah oui, j'ai oublié, je rappelle qu'en septembre dernier, l'Amérique de Donald Trump a quitté ce CDH, justement en accusant qu'il était partial. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, connaissant Trump, son réalisme et son pragmatique, il a fait peut-être le même raisonnement que moi. Et donc c'est pour ça qu'il s'est retiré de cette instance. C'est quand même, c'est pas fait remarquer, mais c'est quand même symbolique quand même que les États-Unis se retirent de cet organe. Se retirer de tant d'autres choses. Oui. Donc pour résumer, tout cela, nous avons tous travaillé messieurs les généraux, dans des services gouvernementaux. On sait très bien que tout ça, c'est une très grande hypocrisie. Les Occidentaux tiennent souvent de belles paroles. Après, je ne critique pas, c'est tout à fait normal, c'est très bien. Mais face aux réalités, c'est souvent la raison d'État qui prime. Comme le disait Charles Pasqua, qui était un grand pragmatique, la démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de l'État. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Oui. Et là, cette fois-ci, je reviens vraiment sur la France, et pour parler de la politique de la France, surtout au Moyen-Orient, qui m'intéresse particulièrement, je dirais qu'elle est basée sur deux piliers. La diplomatie économique, que j'ai beaucoup critiquée, et la diplomatie émotionnelle. Alors les deux, on l'a vu, souvent s'imbriquent, et on voit qu'elles peuvent apporter de nombreux dégâts, parce qu'elles engendrent de l'ingérence, on l'a vu en Libye. La diplomatie économique, on l'a vu en Syrie, c'est celle-ci qui nous a complètement sorti du jeu aujourd'hui, puisque je vous rappelle qu'on a suivi, on a carrément suivi la politique du Qatar en Syrie, puisqu'il fallait dégager Bachar el-Assad et soutenir les frères musulmans qui étaient dans l'opposition. Alors on a habillé tout ça avec... Bon, je ne reviendrai pas sur les détails de la Syrie, on pourra en reparler peut-être dans un autre débat. Dans un dernier article que j'ai écrit justement sur l'Égypte, sur la venue de Macron, les médias m'avaient demandé justement mon avis sur
sur la venue de Macron en Égypte. Alors je suis souvent décrit comme un réaliste, voire un cynique parfois, mais j'avais dit donc, je reviens à ce que vous disiez, qui est très juste, qui sommes-nous pour donner des leçons au monde? Surtout nous, la France, alors qu'il nous a fallu 3 révolutions, 5 républiques, pour arriver à une forme de démocratie très imparfaite, on le voit aujourd'hui, et surtout entachée par des affaires de corruption chaque jour, des affaires d'État même, avec je ne reviendrai pas sur l'affaire Benalla. Donc qui sommes-nous pour donner ces leçons de démocratie et de droits de l'homme, surtout dans une région que vous connaissez tous, que je connais bien, le Moyen-Orient. Et surtout que quand on parcourt cette région, où je me rends assez souvent, ça m'attriste beaucoup parce que je suis quand même patriote, je suis un ancien militaire aussi, donc ça me fait beaucoup de peine. Et je vois que la France, à présent, est considérée... alors je ne parle pas des diplomates ou dans le monde universitaire, je parle de la rue. On me dit, oui, la France, vous êtes une petite puissance hautaine et moralisatrice, mais en fait, vous restez cliente de vos amis du Golfe. Alors ça me fait beaucoup de peine. Mais bon, quand on voit certaines déclarations, et surtout, encore une fois, cette diplomatie économique que je critique assez souvent, on voit que c'est quand même un peu la réalité. Pour la diplomatie de l'émotionnel, tous ces beaux discours aussi, on en a tous parlé ce matin, tout à l'heure on en a parlé en arrivant, ces discours de tolérance, de générosité universelle, bon, c'est très bien. Mais en temps de crise, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Surtout que, comme l'a rappelé certains ministres, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Et l'affaire notamment du retour des djihadistes en France, alors je ne rentrerai pas dans les détails, on peut avoir chacun son idée là-dessus avec des arguments très, très solides on pourra en débattre. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en général, c'est que c'est un problème d'image, encore aussi. Et encore une fois, dans cette région du monde. Et surtout, face à nos ennemis, qui sont les islamistes. Toutes ces déclarations, ces positions, pour nous, c'est de la tolérance, de la magnanimité, mais pour eux, c'est de la faiblesse. Et ça, il faut prendre en compte cet aspect psychologique dans les relations internationales. Et lorsque on projette une image de faiblesse, on récolte souvent la violence, et on récoltera encore souvent la violence en ayant ce type de déclaration, surtout dans cette partie du monde. Voilà, merci. Merci. Je passe la parole immédiatement. Merci beaucoup Roland, parce que là, cette histoire de 2 poids, 2 mesures nous intrigue toujours, mais ça nous donne à réfléchir sur le fonctionnement même de cette institution qui est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Je ne suis pas très sûr encore si l'Arabie Saoudite est encore siège encore au sein de cette commission ou pas. Oui, elle siège toujours. Elle siège toujours. Elle est peut-être plus présidente, mais elle siège toujours. Elle siège toujours. Oui, d'accord. Je passe la parole à Maya Khadri, qui est doctorante. Khadra. C'est ma faute dans le mail. Maya Khadra, qui est doctorante, elle va nous parler de mouvances islamistes et de frères musulmans, mais surtout de minorités au Moyen-Orient, notamment dans son pays, cher pays natal, le Liban. Et Maya, que j'ai croisée sur certains plateaux de télévision, est une chercheuse brillante. Et on va voir ça tout de suite dans le sens du sujet qu'elle va. Merci, docteur Ahmed Youssef. En fait, j'espère que ça ne va pas être décousu parce qu'à la base, j'ai préparé des diapos et je voulais vous les montrer, mais vu qu'il n'y a pas de vidéoprojecteur, je vais résumer en fait un peu la problématique que je vais traiter. C'est l'instrumentalisation des droits de l'homme par les frères musulmans. En fait, comment ils ont réussi à institutionnaliser leur cause par le biais évidemment de plusieurs organisations, comment ils ont imposé une certaine stratégie, et là j'emprunte l'expression à un ami à moi, un brillant chercheur aussi, Alexandre Delval, une stratégie de l'intimidation surtout en Europe, c'est-à-dire qu'on ne peut plus critiquer l'islamisme parce qu'au risque d'être traité d'islamophobe, de raciste, etc. Je vais rappeler aussi en fait l'historique des frères musulmans, comment ça a commencé en Égypte,
Je vais rappeler aussi le danger de leur pensée, et c'est une pensée un petit peu hégémonique aussi, pour passer après à leurs médias, surtout AJ+, en français, dont vous avez évidemment entendu parler en France, AJ+, qui a quand même 500 000 vues par vidéo, ce qui n'est pas négligeable du tout, et comment en fait ils passent, les islamistes, les frères musulmans, financés par le Qatar surtout, comment ils passent pour des progressistes sur ces médias qui sont les succursales succursales des réseaux sociaux en fait d'Al Jazeera. Et enfin, je vais conclure avec l'exemple de mon pays d'origine qui est le Liban. Comment le Liban, en fait, ça a toujours présenté un antidote face à l'islamisme. Comment les frères musulmans n'ont jamais réussi à se développer dans ce pays. Bon, déjà, je commence alors par un rappel, un petit survol historique des frères musulmans. Je commence par le credo des frères musulmans que j'ai été trouvé dans la référence sur les frères musulmans de Richard Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, Oxford, 1993. Je cite: « Je crois que le musulman a le devoir de faire revivre l'islam et que la bannière de l'islam doit couvrir le genre humain et que chaque musulman a pour mission d'éduquer le monde selon les principes de l'islam et je promets de combattre pour accomplir cette mission tant que je vivrai, et de sacrifier pour cela tout ce que je possède. » C'est Al-Banna ? Oui, tout à fait. Ça, c'est Al-Banna. Donc ça, c'est le début des frères musulmans. Je vais citer Al-Banna dans une autre phrase qu'il a été dire en 1928, et c'est toujours la même référence académique, Mitchell. Il dit « Je crois que mon peuple, par suite des épreuves politiques qu'il a traversées, des influences sociales qui se sont exercées sur lui, et sous l'effet de la civilisation occidentale, de la philosophie matérialiste étrangère, a abandonné les objectifs de sa foi. » Qu'est-ce qu'on peut constater de ces citations que je viens de lire, et ce sont des citations fondatrices quand même de la pensée et de l'idéologie des frères musulmans, qui ont été énoncées par Hassan al-Banna. C'est-à-dire que dès le début, en fait, chez les frères musulmans, il y a cette tendance, premièrement, anti-occidentale, cette tendance qui se veut un cran supérieur à l'Occident. Nous, c'est la civilisation, et longtemps on a été brimé, et longtemps on a été colonisé, etc. Et c'est par le biais de cette stratégie de la victimisation qu'ils cherchent à imposer leur intimidation dans les territoires de l'Europe. Et c'est cette stratégie-là qui a été adoptée par Tariq Ramadan, qui est le petit-fils d'Al-Banna, comme vous le savez, des décennies après. En fait, c'est comme ça que les frères musulmans, d'une manière très très insidieuse, essayent d'imposer leurs préceptes et leur philosophie. Et quels sont donc les buts stratégiques des frères musulmans, surtout en terre d'Occident, qui est une terre, évidemment, qui les a longtemps rendus victimes de sa politique de répression, entre guillemets, d'après la logique d'Al-Banna. Premièrement, réislamiser les pays musulmans, lutter contre les apostats et traîtres laïcs. Deuxièmement, reconstituer le califat en réunifiant la Oumma. Troisièmement, islamiser la planète, et ça c'est évidemment c'est le but un petit peu surréel des frères musulmans, par le djihad soft. Il y a deux types de djihad. Le djihad soft, qui n'est pas guerrier, et donc c'est par le biais des organisations comme l'OCI, comme l'ISESCO, etc. Et par le biais aussi d'un djihad guerrier, et c'est le terrorisme djihadiste. Commençons par le djihad soft. Enfin, le djihad guerrier, je ne vais pas en parler, vous savez, c'est Daesh, c'est tous les rejetons aussi du terrorisme islamiste. Le djihad soft, comment a-t-il réussi à être indirectement imposé? Premièrement, ils ont déjà prévu des bases qui sont quand même des tremplins pour leur pensée en Occident. Je cite alors l'UOIF, l'UOIE en Europe, le CAIR, CAIR aux États-Unis, le Centre islamique à Genève, et ce sont les frères Ramadan qui ont été l'initié. The European Council for Fatwa and Research, et ça c'est Al-Qardawi qui est leur grand inspirateur et leur grand mentor. Europe Trust, c'est en France, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Ukraine, aux Balkans. La Ligue des musulmans de Belgique, The Islamic Relief Organization, et c'est en Irlande, en Grande-Bretagne, etc. Donc vous voyez déjà que dans tous ces pays
où ils essayent un petit peu d'imposer leur idéologie, ils ont déjà leur organisation qui sont reconnues par les États qui les reçoivent. Et donc on ne peut pas contester leur action. C'est maintenant que l'Europe commence un petit peu à se réveiller. Mais pendant longtemps, on n'a pas pu contester l'action des frères musulmans parce qu'elle est institutionnalisée en Europe. Et alors, je vais passer quelques diapos qui ne sont pas très importants. Les finances continuent à arriver du Qatar? Alors, les bailleurs de fonds sont, vous savez très bien, ils sont divers et multiples en fait. C'est le Qatar là essentiellement maintenant, parce que vous savez que les frères musulmans, c'est le Qatar qui les finance, c'est la Turquie d'Erdogan aussi. Ce sont tous ceux en fait qui brandissent ce symbole-là, et vous le connaissez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce symbole? Et je vais vous l'expliquer, c'est le symbole de Rabia. Je vous l'explique. En fait, qui a été aussi avec Morsi, quand Morsi a accédé au pouvoir en Égypte avant d'être évincé, c'était leur symbole, le symbole des frères musulmans. Alors je vous explique c'est quoi la signification de ce symbole pour que vous compreniez un petit peu comment les frères musulmans agissent dans le monde, via le djihad soft aussi. Alors, c'est ça le symbole. L'étape première, c'est la présentation de l'islam. Étape 2, sélection des futurs frères musulmans. Donc c'est quelque chose de très élitiste. Les frères musulmans, le représentant, c'est toujours des personnes très savantes, comme Tariq Ramadan, c'est quelqu'un de savant, entre guillemets. Étape 3, affrontement et spécialisation. Étape 4, domination et tamkin. Et donc cette stratégie-là, qui s'exprime par le biais de ce symbole-là des frères musulmans, en fait, c'est ce qui échafaude le plus la politique de tous les organismes dont j'ai parlé. Et c'est ce symbole-là qui a été, alors je le répète, brandi par Morsi en Égypte, par El Qardawi qui vit au Qatar et qui est l'idéologue d'Al Jazeera, par Al Jazairi aussi. Et donc, essentiellement, maintenant, c'est le Qatar qui finance les frères musulmans un peu partout dans le monde. L'Arabie Saoudite, c'est une autre forme d'islamisme, mais l'Arabie Saoudite, elle s'oppose aux frères musulmans, comme on le sait. Le wahhabisme, il est aux antipodes de cette forme d'islamisme des frères musulmans. Et là, je vais citer Gilles Kepel, qui dit « Les frères musulmans sont la matrice de l'islamisme moderne ». À part le Qatar, et là où le lien n'est pas très évident, un des bailleurs de fonds des frères musulmans dans le monde, c'est également les Iraniens. Et donc après la révolution islamique qui a 40 ans cette année, c'est le régime islamiste en Iran, c'est les gardiens de la révolution islamique, ce sont les Pasdaran, c'est Khomeini, c'est les chiites qui croient à la wilayat al-faqih, et ce projet, il ressemble un petit peu aussi au projet des frères musulmans. C'est un projet expansionniste qui cherche à imposer une certaine idéologie politique. Ce sont eux aussi les principaux bailleurs de fonds de cette forme de terrorisme et de cette forme d'islamisme qui varie du soft jusqu'au hard, disons. Et il y a ici aussi un rapprochement idéologique entre les frères musulmans et les chiites, parce que les frères musulmans, c'est qui en fait? C'est un petit peu c'est comme pour le communisme, les bolcheviks, le parti bolchevique, c'est ça les frères musulmans pour l'islamisme. Pareil en fait pour les Iraniens. Et donc ils se rapprochent beaucoup. C'est loin de l'orthodoxie sunnite, c'est plus en fait une forme de progressisme, mais pour moi progressisme réactionnaire et archaïque. Donc c'est là où l'oxymore réside dans ce que je dis. Mais c'est une forme de progressisme parce que évidemment leur discours c'est un discours de quoi? Et c'est là où je vous rejoins, et je rejoins aussi Gilbert. Leur discours c'est un discours de droits de l'homme. Les frères musulmans, ce sont ceux qui parlent le plus de droits de l'homme. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui veulent réduire la mendicité. Et en effet, ils ont plein d'organisations caritatives. Ils veulent réduire la mendicité, ils veulent réduire l'injustice sociale, etc., etc. Mais par le biais de ce discours fleuri, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent d'étendre leur territoire islamiste un peu partout, et surtout en Europe et en terre d'Occident. Parce que déjà, eux, ils ont cette tendance suprémaciste.